L'aube se lève sur Ouagadougou, et avec elle, une promesse gravée dans le cœur d'un peuple. Le vent du Sahel souffle différemment ce matin-là. Il porte dans ses tourbillons de poussière rouge quelque chose que l'Afrique avait presque oublié, l'odeur de la liberté véritable. Dans les rues de la capitale burkinabé, les visages se tournent vers un homme qui n'a pas choisi le pouvoir pour s'enrichir, mais qui a pris les armes pour servir. Ibrahim Traoré n'est pas arrivé au sommet par les chemins dorés du népotisme ou les couloirs feutrés des ambassades. Il est monté du rang, du terrain, de cette terre rouge qui colle aux bottes des soldats et qui ne ment jamais sur la nature d'un homme. Ce jour-là, quand le capitaine a pris la parole, ce n'était pas un discours politique de plus. C'était un pacte, un serment prononcé non pas devant les caméras internationales avides de sensationnel, mais devant le peuple du Burkina Faso. Ce peuple des hommes intègres qui depuis trop longtemps voyait ses richesses partir vers d'autres horizons, tandis que ses enfants mouraient de faim sur un sol gorgé d'or. Ibrahim Traoré a fait ce que peu d'hommes ont le courage de faire. Il a choisi le camp des sans-voix, des oubliés, de ceux que l'histoire internationale ne mentionne jamais dans ses grands livres, mais qui sont pourtant les véritables acteurs du destin africain. Quand il s'adresse à la nation, ces mots ne sont pas ciselés par des conseillers en communication. Ils jaillissent bruts, authentiques, chargés de cette vérité que seuls ceux qui ont marché dans la boue des combats peuvent comprendre. Il parle de souveraineté quand d'autres parlent de partenariat. Il parle de dignité quand d'autres parlent d'aide au développement. Il parle de résistance quand d'autres parlent de compromis. Et le peuple écoute, parce qu'enfin, quelqu'un dit tout haut ce que des millions murmurent depuis des décennies dans le secret de leur case et de leur conscience. L'histoire du Burkina Faso est écrite dans le sang et l'espoir. Pour comprendre l'ampleur de ce que représente Ibrahim Traoré, il faut remonter les fils de l'histoire burkinabé, tisser ensemble les fibres de souffrance et de résilience qui forment la toile de fond de cette nation. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, porte ce nom comme une promesse et comme un défi. Depuis son indépendance formelle en 1960, cette terre a vu défiler des régimes, des coups d'État, des promesses non tenues et des trahisons qui ont laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Mais il y a eu Thomas Sankara, le lion de l'Afrique, l'homme qui, pendant 4 ans trop brefs, a montré au monde entier ce qu'un dirigeant africain pouvait accomplir quand il choisissait véritablement son peuple. Sankara a vacciné des millions d'enfants, planté des millions d'arbres, donné aux femmes une place dans la gouvernance, refusé les dictats du Fonds monétaire international et osé dire non aux puissances qui voulaient maintenir l'Afrique dans une servitude éternelle. Il a payé ce courage de sa vie, assassiné en 1987, à seulement 37 ans, fauché en pleine ascension par ceux qui ne pouvaient tolérer qu'un Africain montre au monde que l'Afrique pouvait se tenir debout sans béquilles néocoloniales. Depuis, le Burkina Faso a connu des décennies d'errance. Le régime de Blaise Compaoré, l'homme accusé d'avoir trahi Sankara, a régné pendant 27 ans, transformant progressivement le rêve sankariste en cauchemar néolibéral. Les richesses minières du pays partaient vers l'étranger, les contrats juteux se négociaient dans l'ombre, et le peuple burkinabé, malgré son travail acharné, restait parmi les plus pauvres de la planète. Puis vint le soulèvement populaire de 2014, cette insurrection citoyenne magnifique qui a chassé Compaoré du pouvoir et prouvé que le peuple burkinabé n'avait jamais abdiqué sa fierté. Mais la démocratie fragile qui suivit fut rapidement confrontée à une nouvelle menace. Le terrorisme djihadiste, cette hydre née des interventions militaires occidentales en Libye et au Mali, cette violence exportée qui ensanglante le Sahel, et sert de prétexte à une nouvelle forme de présence militaire étrangère. Les attaques se multipliaient, les civils mouraient par centaines, les déplacés se comptaient par millions, et le gouvernement semblait impuissant, dépendant des forces étrangères qui ne parvenaient qu'à perpétuer le chaos, tout en sécurisant leurs propres intérêts stratégiques. C'est dans ce contexte de désespérance que Ibrahim Traoré émerge, non pas comme un politicien calculateur, mais comme un soldat qui en a assez de voir ses frères d'armes tomber dans des embuscades, tandis que les décisions sont prises ailleurs, dans des états-majors qui ne connaissent rien au terrain sahélien. Le coup d'État du 30 septembre 2022 Newton n'est pas une prise de pouvoir classique. C'est une révolte militaire de la base contre une élite jugée corrompue et inefficace, et Traoré, du haut de ses 34 ans à peine, devient le visage de cette rupture générationnelle. Ibrahim Traoré incarne une philosophie simple mais révolutionnaire. L'Afrique doit cesser d'être un terrain de jeu pour les ambitions étrangères. Sa vision est claire comme l'eau du Nakambé. Le capitaine ne croit pas aux solutions imposées de l'extérieur. Il ne croit pas que la sécurité du Burkina Faso puisse être garantie par des troupes françaises, américaines ou onusiennes, dont les intérêts ne coïncident jamais vraiment avec ceux du peuple burkinabé.
Il croit en la force endogène, en la capacité des Africains à résoudre leurs propres problèmes quand on leur en donne les moyens et qu'on cesse de les infantiliser. Le panafricanisme de Traoré n'est pas théorique. Ce n'est pas un concept débattu dans les colloques universitaires ou les sommets diplomatiques aseptisés. C'est un panafricanisme de terrain, forgé dans la réalité des frontières artificielles héritées de la colonisation, dans la conscience que le terrorisme qui frappe le Burkina Faso frappe aussi le Mali, le Niger, le Tchad, et que la réponse doit être coordonnée, africaine, souveraine. Il multiplie les rapprochements avec ses voisins, participe à la création de l'Alliance des États du Sahel, cette confédération qui unit le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans une même volonté de rompre avec la tutelle extérieure et de construire leur propre modèle de sécurité et de développement. Sa philosophie économique est tout aussi radicale. Traoré regarde les mines d'or du Burkina Faso et se demande pourquoi un pays qui produit des dizaines de tonnes d'or chaque année reste si pauvre. Il examine les contrats miniers signés sous les régimes précédents et découvre des clauses léonines qui donnent à des multinationales étrangères jusqu'à 90% des bénéfices. Il décide alors de renégocier, de réclamer une part juste pour le peuple burkinabé, de transformer la richesse du sous-sol en écoles, en hôpitaux, en routes, en emplois. Cette démarche lui vaut immédiatement des inimitiés puissantes, mais il tient bon, parce qu'il sait que la souveraineté économique est le préalable à toute véritable indépendance. Le capitaine parle également d'autosuffisance alimentaire. Dans un pays où l'agriculture emploie la majorité de la population, il est scandaleux que le Burkina Faso doive encore importer une partie de sa nourriture. Traoré encourage les initiatives agricoles locales, la transformation sur place des matières premières, la valorisation du travail paysan. Il veut que les Burkinabés mangent ce qu'ils produisent et produisent ce qu'ils mangent, que le cycle économique bénéficie d'abord aux populations locales avant d'enrichir des intermédiaires lointains. Mais au-delà de l'économie et de la sécurité, c'est sa conception du leadership qui fascine et inspire. Ibrahim Traoré refuse les ordres de la République. Il continue de porter l'uniforme militaire, de vivre simplement, de se déplacer sans le faste habituel des chefs d'État africains. Il refuse les garde-robes de luxe, les cortèges interminables, les palais somptueux. Il veut rester proche du peuple, accessible. Et ce n'est pas une posture médiatique, c'est une conviction profonde. Il sait que dès qu'un dirigeant se coupe de son peuple, dès qu'il commence à vivre dans une bulle dorée, il perd le contact avec la réalité et devient vulnérable à la corruption et à l'arrogance du pouvoir. Si tu crois en une Afrique libre, si tu penses que notre génération peut être celle qui brise définitivement les chaînes du néocolonialisme, alors reste avec nous, partage cette histoire, fais résonner ces mots jusqu'aux confins du continent. La jeunesse africaine voit en Ibrahim Traoré non pas un héros inaccessible, mais un miroir de ses propres aspirations. Il a 34 ans. Il appartient à cette génération qui a grandi avec Internet, qui a vu les révolutions du printemps arabe, qui a assisté aux débats panafricains sur les réseaux sociaux, qui refuse les fatalités et les discours résignés. Cette génération qui en a assez d'entendre que l'Afrique est condamnée au sous-développement, à la corruption, à la violence. Traoré prouve par l'exemple que le courage n'est pas une vertu du passé, que la jeunesse africaine peut prendre en main son destin. Son discours résonne particulièrement auprès des jeunes parce qu'il ne leur ment pas. Il ne leur promet pas des miracles instantanés. Il leur dit la vérité. Le chemin sera long, difficile, semé d'embûches. Il leur dit que les ennemis du progrès africain sont puissants, organisés, déterminés. Mais il leur dit aussi que rien n'est impossible si on a le courage de se battre, si on accepte de faire des sacrifices, si on refuse de se vendre au plus offrant. Cette honnêteté, cette authenticité, crée un lien de confiance qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Partout en Afrique, dans les quartiers populaires de Dakar, de Bamako, d'Abidjan, de Kinshasa, des jeunes portent des t-shirts à l'effigie de Traoré. Ils voient en lui l'incarnation d'une fierté africaine retrouvée. Ils voient quelqu'un qui ose défier l'ordre établi, qui ose dire à la France, à la communauté internationale, aux institutions financières, que l'Afrique ne sera plus le terrain de leurs expérimentations et de leurs pillages. Ce phénomène dépasse la simple admiration politique. C'est un mouvement culturel, une réappropriation de l'imaginaire africain, un refus de l'infériorisation mentale qui a été si longtemps imposée par la colonisation et ses prolongements. Le capitaine donne également une voix aux militaires africains, trop souvent perçus comme de simples exécutants ou comme des putschistes avides de pouvoir. Il montre qu'un soldat peut être un intellectuel, un stratège, un visionnaire. Il montre que l'uniforme peut être porté avec honneur dans le service du peuple et non dans l'oppression. Il réhabilite l'idée d'une armée nationale
qui protège véritablement sa population au lieu de la réprimer. Cette transformation de l'image du militaire africain est fondamentale, car elle ouvre la voie à une nouvelle forme de citoyenneté, où la défense de la patrie n'est pas abandonnée à des forces étrangères, mais assumée par des fils et des filles du pays. Mais le chemin du courage est pavé de dangers, et les ennemis du changement ne restent jamais les bras croisés. Ibrahim Traoré le sait mieux que quiconque. Chaque décision qu'il prend, chaque discours qu'il prononce, le place davantage dans la ligne de mire de force qui ont tout à perdre si l'expérience burkinabé réussit. Les multinationales dont il renégocie les contrats mobilisent leur réseau d'influence. Les médias occidentaux, qui ont longtemps dicté la narration sur l'Afrique, commencent à le dépeindre comme un dictateur en devenir, un autocrate, un danger pour la stabilité régionale. Les accusations fusent: violation des droits humains, absence de démocratie, autoritarisme militaire. Certaines de ces critiques méritent d'être entendues. La démocratie au Burkina Faso est effectivement suspendue. La transition militaire pose de vraies questions sur l'avenir institutionnel du pays. Il y a des rapports d'abus, de restriction des libertés, de répression de certaines voix dissidentes. Ces réalités ne peuvent être balayées d'un revers de main. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de replacer ces défis dans leur contexte. Le Burkina Faso est en guerre. Des groupes armés terroristes contrôlent encore des portions du territoire. La menace sécuritaire est réelle, quotidienne, meurtrière. Dans ce contexte, les équilibres entre sécurité et liberté sont complexes, et les solutions simplistes sont illusoires. Ce qui est frappant, c'est la sélectivité de l'indignation internationale. Quand des dictateurs africains amis de l'Occident oppriment leur peuple pendant des décennies, l'indignation est polie, mesurée, diplomatique. Mais quand un jeune leader africain ose remettre en question les intérêts occidentaux, soudain les droits humains deviennent une priorité urgente et les sanctions se profilent à l'horizon. Cette hypocrisie n'échappe ni à Traoré, ni aux populations africaines qui la décryptent avec une lucidité croissante. Les pressions ne sont pas que médiatiques ou diplomatiques, elles sont aussi militaires et économiques. Les menaces d'isolement, de sanctions, de gel des aides au développement planent. Des tentatives de déstabilisation sont régulièrement dénoncées par les autorités burkinabè. L'ombre de Thomas Sankara plane sur toute cette histoire. Rappel tragique de ce qui peut arriver à un leader africain qui va trop loin dans la contestation de l'ordre établi. Traoré en est conscient. Il évoque parfois publiquement le risque d'assassinat, non par mégalomanie, mais par réalisme. Il sait que d'autres avant lui ont payé de leur vie leur audace. Pourtant, il ne recule pas. Il pourrait choisir la voie confortable, accepter quelques compromis, rassurer les investisseurs étrangers, atténuer ses discours, se faire discret sur la scène internationale. Mais ce n'est pas son choix. Chaque jour, il réaffirme son engagement envers le peuple burkinabè. Chaque jour, il prend le risque de déplaire, de déranger, de remettre en question. Ce courage-là, cette constance dans l'adversité, forge les légendes et inspire les générations. Les défis internes sont tout aussi redoutables. Unifier un pays fragmenté par des années de crise, des divisions ethniques instrumentalisées, des clivages régionaux, des rancœurs accumulées, n'est pas une tâche simple. Traoré doit composer avec différentes sensibilités au sein même de l'armée, avec des attentes populaires immenses qui ne peuvent toutes être satisfaites immédiatement, avec une économie affaiblie par des années de mauvaise gestion et par le coût humain et financier de la guerre contre le terrorisme. La lutte antiterroriste elle-même est un défi colossal. Les groupes djihadistes sont mobiles, bien armés, capables de frapper, puis de se fondre dans la population ou de traverser les frontières poreuses. Ils exploitent les frustrations locales, recrutent parmi les jeunes désœuvrés, utilisent la religion comme levier de mobilisation. Combattre cette menace sans reproduire les erreurs des interventions étrangères qui ont souvent aggravé la situation, sans tomber dans la brutalité aveugle qui aliène les populations civiles, demande une sophistication stratégique remarquable. Si cette vision d'une Afrique souveraine et digne te touche, si tu veux être témoin de cette transformation historique, alors suis ce mouvement. Engage-toi, fais entendre ta voix. Seule la mobilisation collective peut protéger ceux qui osent défier l'injustice. Il y a dans le parcours d'Ibrahim Traoré quelque chose qui transcende la politique. Il y a une dimension spirituelle, au sens large du terme, qui touche à l'identité profonde, à la quête de sens, à la recherche d'une dignité perdue et retrouvée. Le capitaine ne se contente pas de proposer des politiques économiques ou sécuritaires. Il propose une renaissance morale, un réveil de la conscience africaine, une réappropriation de l'histoire et du destin. Quand il parle, il évoque souvent la mémoire des ancêtres, ces résistants qui ont combattu les colonisateurs, ces rois et reines
qui ont refusé la soumission, ces paysans anonymes qui ont maintenu vivantes les cultures et les traditions malgré les tentatives d'effacement. Il inscrit son action dans cette longue lignée de résistance, se présentant non comme un individu isolé, mais comme un maillon d'une chaîne historique qui ne doit jamais se rompre. Cette perspective historique donne à son combat une profondeur qui dépasse l'instant présent. Il rappelle aux jeunes Africains qu'ils sont les héritiers de civilisations millénaires, d'empires prestigieux, de savoirs raffinés. L'Afrique n'a pas attendu la colonisation pour avoir une histoire. Les royaumes du Ghana, du Mali, du Songhai, les cités Swahili, le royaume du Congo, l'empire éthiopien, Carthage, l'Égypte pharaonique, toutes ces grandeurs témoignent d'une créativité, d'une sophistication politique et culturelle que l'historiographie coloniale a longtemps cherché à minimiser ou à effacer. Traoré réveille cette mémoire, pas pour s'enfermer dans une nostalgie stérile, mais pour en tirer une fierté légitime et une confiance en la capacité africaine à bâtir son propre avenir. Son message à la jeunesse africaine est limpide. Cessez d'attendre qu'on vous donne la permission d'exister pleinement. Cessez d'intérioriser les regards condescendants qui vous sont portés. Vous valez autant que n'importe quel jeune de n'importe quel continent. Vos rêves sont aussi légitimes, vos ambitions aussi nobles, votre créativité aussi féconde. Mais cette égalité de dignité ne sera jamais reconnue si vous ne la revendiquez pas vous-même, si vous ne la construisez pas par votre travail, votre engagement, votre refus de la médiocrité complaisante. Il insiste sur l'éducation, non pas l'éducation formatée qui reproduit les schémas de domination, mais une éducation émancipatrice qui apprend à penser par soi-même, à questionner les évidences, à développer son esprit critique. Il veut des écoles burkinabè qui enseignent d'abord l'histoire burkinabè et africaine, qui forment des citoyens conscients de leur héritage et capables de contribuer au développement de leur pays. Il veut des universités qui produisent des chercheurs, des ingénieurs, des médecins, des agronomes capables de résoudre les problèmes africains avec des solutions adaptées au contexte africain. Le capitaine parle aussi de la culture comme arme de résistance et de renaissance. Il encourage les artistes burkinabè, les musiciens, les cinéastes, les écrivains à raconter leurs propres histoires, à ne pas attendre la validation occidentale pour créer, à puiser dans les ressources culturelles locales pour produire des œuvres authentiques et universelles. Il comprend que la bataille culturelle est aussi importante que les batailles militaires et économiques, car c'est dans l'imaginaire collectif que se joue la possibilité d'un avenir différent. Il y a aussi chez Traoré une dimension de foi, pas nécessairement religieuse au sens confessionnel, mais foi en la possibilité du changement. Foi en la capacité humaine à transcender les déterminismes, foi en la justice comme horizon même si le chemin est ardu. Cette foi se transmet, se communique, devient contagieuse. Elle transforme le désespoir en espoir, la résignation en détermination, la passivité en action. C'est peu, être là son plus grand pouvoir. Rallumer des flammes qu'on croyait éteintes dans le cœur de millions de personnes. Les routes poussiéreuses de Ouagadougou ont vu passer bien des convois militaires, bien des manifestations, bien des moments d'espoir et de désillusion. Mais ce jour où Ibrahim Traoré a choisi le peuple, quelque chose d'unique s'est produit. Ce n'était pas simplement un discours politique. C'était un moment de communion entre un leader et sa nation, une de ces rares occasions où l'histoire bascule parce qu'un individu refuse le scénario écrit d'avance et décide de tracer son propre chemin, même si ce chemin est parsemé de périls. Le choix du capitaine n'est pas achevé. C'est un choix qui se renouvelle chaque jour, à chaque décision, à chaque confrontation avec les forces qui veulent maintenir l'Afrique dans sa position subalterne. Ce choix demande une vigilance de chaque instant, car le pouvoir corrompt, les compromissions tentent, les intérêts personnels murmurent leurs promesses séduisantes. Mais jusqu'à présent, Traoré tient. Il tient parce qu'il sait que des millions d'yeux sont posés sur lui. Pas seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique et dans la diaspora, des millions de personnes qui ont investi en lui leurs espoirs, et qui attendent de voir si, enfin, un leader africain peut tenir ses promesses sans trahir. L'histoire nous enseigne que les héros solitaires finissent souvent tragiquement. Les martyrs inspirent, certes, mais les survivants transforment. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, ce n'est pas seulement de héros prêts à mourir pour leurs idéaux, mais de leaders capables de naviguer la complexité du monde moderne tout en restant fidèles à leurs principes. Ibrahim Traoré incarne cette tension. Il doit être assez audacieux pour défier l'ordre injuste, mais assez prudent pour survivre et construire. Il doit être assez ferme pour ne pas céder aux pressions, mais assez souple pour éviter l'isolement complet qui condamnerait son projet. Le peuple burkinabè, pour sa part, a choisi de le suivre, pas aveuglément, car les Burkinabès ont une longue tradition de contestation et ne sont jamais dupes longtemps. Mais ils ont décidé de lui accorder le bénéfice du doute
de lui donner le temps de prouver que ses mots peuvent se traduire en actes, que sa sincérité n'est pas feinte, que son engagement envers eux n'est pas une simple tactique politique. Ce soutien populaire est à la fois sa plus grande force et sa plus grande responsabilité. Dans les villages reculés du Burkina Faso, là où l'électricité n'arrive pas toujours, où l'eau potable se fait rare, où les écoles manquent de tout, les gens écoutent les nouvelles de Traoré à la radio. Ils entendent parler des contrats miniers renégociés, des tentatives d'améliorer la sécurité, des projets de développement. Ils espèrent, ils osent croire que peut-être, cette fois, les choses pourraient vraiment changer. Cet espoir fragile est précieux. Le trahir serait un crime historique. Le nourrir et le concrétiser serait un exploit. À toi qui lis ces lignes, où que tu sois sur ce continent ou dans la diaspora, sache que l'histoire africaine s'écrit maintenant, en ce moment même, et que tu en es acteur. Tu peux choisir l'indifférence, le cynisme facile qui dit que rien ne change jamais, que tous les leaders finissent par ressembler aux précédents. Ou tu peux choisir l'engagement, l'espoir actif qui refuse la fatalité et qui croit en la possibilité de la transformation. Ibrahim Traoré ne peut pas, à lui seul, changer l'Afrique. Aucun individu ne le peut. Mais il peut être le catalyseur, l'étincelle qui allume un incendie de renouveau à travers le continent. Ce renouveau dépend de millions de décisions individuelles. Des jeunes qui choisissent de rester en Afrique pour la bâtir plutôt que de fuir vers l'Europe. Des entrepreneurs qui investissent dans leur pays plutôt que de planquer leur argent dans des paradis fiscaux. Des intellectuels qui mettent leur savoir au service de leur communauté plutôt que de briller uniquement dans les universités occidentales. Des artistes qui racontent les histoires africaines avec authenticité plutôt que de reproduire les clichés qui plaisent aux festivals internationaux. Des citoyens ordinaires qui exigent la transparence, qui refusent la corruption, qui défendent l'intégrité dans leur petite sphère d'influence. Le panafricanisme n'est pas une utopie lointaine, c'est une nécessité pragmatique. Dans un monde où les blocs continentaux s'organisent et se renforcent, l'Afrique fragmentée en 54 États, souvent en compétition les uns avec les autres, est condamnée à la marginalisation. L'union fait la force, ce n'est pas un slogan creux, c'est une réalité géopolitique. L'alliance des États du Sahel que défend Traoré pourrait être le germe d'une intégration plus profonde, d'une mutualisation des ressources, d'une coordination des politiques qui bénéficierait à tous. Imagine une Afrique où les frontières coloniales deviennent progressivement obsolètes, où les Africains peuvent circuler librement sur leur propre continent comme les Européens le font en Europe, où les ressources naturelles sont gérées pour le bénéfice collectif plutôt que pour l'enrichissement de quelques-uns, où les conflits sont résolus par des mécanismes africains plutôt que par des interventions étrangères qui ont leurs propres agendas, où la jeunesse africaine trouve des opportunités chez elle plutôt que de risquer sa vie en Méditerranée. Ce n'est pas une chimère, c'est possible. Mais cela exige une volonté politique extraordinaire et un soutien populaire massif. Ibrahim Traoré nous rappelle que l'Afrique possède tout ce qu'il faut pour prospérer. Des ressources naturelles en abondance, une population jeune, dynamique, créative, des terres arables immenses, un potentiel énergétique solaire et éolien colossal, une diversité culturelle extraordinaire. Ce qui manque, ce ne sont pas les atouts, c'est la souveraineté pour les exploiter au bénéfice des populations africaines. Cette souveraineté, elle se conquiert, elle ne se mendie pas, elle ne s'obtient pas par des suppliques diplomatiques polies, elle s'arrache par le courage, la détermination, l'organisation collective. Le combat pour la souveraineté africaine ne fait que commencer. Il sera long, difficile, semé d'embûches et de reculs. Mais chaque pas compte, chaque victoire, même petite, même symbolique, nourrit l'élan. Chaque leader qui ose défier l'ordre injuste ouvre une brèche pour les suivants. Ibrahim Traoré n'est pas seul. Il s'inscrit dans une constellation de voix africaines qui, chacune à leur manière, portent le même message de dignité et de résistance. Il y a ce moment, dans l'histoire d'un peuple, où l'impossible devient soudain concevable, où ce qui semblait une fatalité apparaît comme un choix, où la résignation fait place à l'audace. Le Burkina Faso vit peu, être ce moment. Et si le Burkina Faso peut le vivre, d'autres pays peuvent suivre. Les peuples africains observent, apprennent, s'inspirent. Un mouvement est en marche, discret encore, mais réel. Un mouvement qui refuse la tutelle perpétuelle, qui exige le respect, qui réclame la justice. L'aube qui s'est levée sur Ouagadougou ce jour où Ibrahim Traoré a choisi le peuple n'était peu être que le prélude d'une aube continentale. Seul l'avenir le dira. Mais une chose est certaine, quelque chose a changé. Une graine a été plantée dans la conscience collective africaine. Et cette graine, si elle est arrosée par l'engagement de millions de personnes, pourrait bien devenir l'arbre sous lequel les générations futures
retrouveront l'ombre de la liberté véritable. Le choix est devant nous, chacun de nous. Continuer à subir l'histoire ou commencer enfin à l'écrire. Ibrahim Traoré a fait son choix. Le peuple burkinabé fait le sien jour après jour. Et toi, quel sera le tien? L'histoire n'attend personne. Elle se construit maintenant, avec ceux qui osent se lever. Rejoins le mouvement. Partage ce message. Fais résonner cette vérité que trop longtemps on a voulu étouffer. L'Afrique est capable, digne, forte, et son heure est venue. Abonne-toi à ce récit de renaissance africaine, car chaque voix qui s'élève, chaque conscience qui s'éveille, chaque cœur qui bat pour la dignité de ce continent est une pierre de plus dans l'édifice de notre libération collective. Le soleil du Sahel brûle la peau, mais forge les caractères. Ibrahim Traoré le sait mieux que quiconque. Ses années passées sur le terrain, dans la poussière et sous les balles, lui ont enseigné ce que les salons climatisés et les conférences internationales ne peuvent révéler. La véritable nature d'un peuple, sa résilience, sa capacité à endurer l'inimaginable et à continuer d'espérer. Les soldats burkinabés qu'il commande ne sont pas des super-héros. Ce sont des jeunes hommes et femmes, souvent issus de familles modestes, qui ont choisi de défendre leur pays avec des moyens limités, face à des adversaires bien équipés et impitoyables. Quand le capitaine parle de souveraineté militaire, il ne fait pas de la rhétorique abstraite. Il pense à ces soldats qui manquent de munitions, de véhicules, de matériel de communication, parce que les budgets militaires ont été pendant des années détournés ou mal gérés, parce que la dépendance envers les fournisseurs étrangers crée des vulnérabilités stratégiques inacceptables. Il pense à ces femmes et ces hommes, en uniforme, qui tombent au combat tandis que les décisions concernant leur déploiement sont parfois prises dans des états-majors étrangers qui ne comprennent pas le terrain sahélien. La création des volontaires pour la défense de la patrie, ces civils qui rejoignent l'effort de guerre aux côtés de l'armée régulière, illustre cette philosophie de la mobilisation populaire. Certains observateurs internationaux y voient un risque de milices incontrôlées. Traoré y voit la seule manière de combler le vide sécuritaire dans les zones reculées, de permettre aux communautés de se défendre elles-mêmes, de créer cette fusion nécessaire entre l'armée et le peuple que Thomas Sankara appelait de ses vœux. Le risque existe, certes, mais l'alternative, c'est l'abandon de pans entiers du territoire national aux groupes terroristes. Chaque décision stratégique du capitaine est un pari. Le retrait des troupes françaises du Burkina Faso, officialisé en février 2023, en est l'exemple le plus frappant. La France avait une présence militaire dans le Sahel depuis des années, officiellement pour combattre le terrorisme. Mais cette présence, loin de résoudre le problème, semblait le perpétuer. Les groupes armés se multipliaient, l'insécurité s'aggravait, et le sentiment populaire se retournait progressivement contre une présence étrangère, perçue comme inefficace au mieux, complice au pire. Demander le départ des forces françaises était un acte d'une audace considérable. Cela signifiait assumer seul la charge de la sécurité nationale, renoncer à un appui logistique et de renseignement significatif, s'exposer aux critiques de ceux qui prédisaient l'effondrement immédiat du pays. Mais Traoré a fait ce pari, soutenu par une population qui scandait dans les rues « La France dehors ». Ce pari n'est pas encore gagné. La situation sécuritaire reste précaire. Mais le principe est posé. Le Burkina Faso décide pour le Burkina Faso. Cette affirmation de souveraineté a un coût. Les relations avec la France se sont tendues, avec des accusations mutuelles, des incompréhensions, des blessures historiques ravivées. Les partenaires occidentaux traditionnels du Burkina Faso ont pris leur distance. L'aide au développement s'est tarie ou réorientée. Le pays se retrouve dans une forme d'isolement relatif sur la scène internationale, du moins dans les cercles occidentaux. Mais paradoxalement, cet isolement a ouvert d'autres portes. Le Burkina Faso se tourne vers de nouveaux partenaires. La Russie, à travers des accords de coopération militaire. La Turquie, avec des investissements dans les drones et l'équipement militaire. Les pays du Golfe, pour des financements potentiels. La Chine, avec sa politique de non-ingérence et ses capacités d'investissement infrastructurel. Ces nouvelles alliances suscitent des interrogations légitimes. Remplacer une dépendance par une autre serait une illusion tragique. Mais Traoré semble conscient de ce piège. Il multiplie les partenariats pour éviter de tomber dans l'orbite exclusive d'une seule puissance. Il cherche à jouer sur les rivalités géopolitiques pour maximiser la marge de manœuvre burkinabé. Cette stratégie de diversification des alliances n'est pas nouvelle en Afrique. C'est ce que Sankara tentait déjà dans les années 1980, ce que certains pays africains ont pratiqué pendant la guerre froide, avec plus ou moins de succès. L'enjeu est de recevoir l'aide sans perdre son âme, de coopérer sans abdiquer sa souveraineté, de commercer sans brader ses richesses. C'est un exercice d'équilibriste périlleux, mais peu
être la seule voie possible pour un pays comme le Burkina Faso, qui veut affirmer son indépendance sans sombrer dans l'autarcie suicidaire. La transformation d'une nation ne se mesure pas en trimestres mais en générations. Pourtant, Ibrahim Traoré est pressé. Il sait que le capital de confiance populaire n'est pas infini. Il sait que les attentes sont immenses et que la patience a des limites. Il sait aussi, probablement, que sa propre espérance de vie en tant que leader est incertaine, compte tenu des forces qui s'opposent à son projet. Alors, il accélère. Il multiplie les initiatives. Il lance des programmes de construction d'écoles, de forage de puits, de réhabilitation de routes. Il annonce des projets de transformation locale des matières premières. Il promet que le Burkina Faso ne sera plus seulement un exportateur d'or brut, mais développera une industrie de bijouterie locale. Certains de ces projets sont réalistes, d'autres relèvent peu, être plus du vœu pieux. Mais l'important est la dynamique créée, le message envoyé. Nous ne sommes plus dans l'attente passive. Nous agissons, nous construisons, nous essayons. Et si nous échouons, ce sera en tentant, pas en restant immobile. Cette énergie transformative, cette foi en la possibilité du changement, se diffuse dans la société burkinabé. Des entrepreneurs locaux lancent des initiatives. Des jeunes s'engagent dans des projets communautaires. Un bouillonnement créatif émerge, nourri par le sentiment qu'enfin, quelque chose bouge. Bien sûr, la réalité est plus complexe que les discours enthousiastes. L'économie burkinabé souffre, l'inflation est forte, le coût de la guerre pèse lourdement sur les finances publiques. Les déplacés internes se comptent par millions, créant des pressions humanitaires considérables. Les services publics sont défaillants dans de nombreuses régions. La corruption n'a pas disparu du jour au lendemain. Les vieux réflexes clientélistes persistent. Les tensions ethniques et communautaires restent une menace latente. Ibrahim Traoré ne prétend pas avoir de baguette magique. Il reconnaît les difficultés, même s'il évite parfois de trop insister dessus pour ne pas démoraliser. Sa stratégie semble être de créer un élan, une dynamique positive qui pourra surmonter les obstacles par la force collective. Il mise sur la mobilisation populaire comme moteur du changement. C'est une approche risquée, car la mobilisation peut aussi se retourner contre lui si les résultats tardent trop ou si les sacrifices deviennent insupportables. La question de la transition démocratique plane sur tout cela. Traoré a promis un retour à un ordre constitutionnel, mais sans donner de calendrier précis. Il argue que la priorité absolue est la sécurité, et que des élections dans le contexte actuel seraient une mascarade, avec des millions de citoyens déplacés ou vivant dans des zones hors contrôle gouvernemental. Cet argument a une certaine logique, mais il peut aussi servir de prétexte à une prolongation indéfinie du pouvoir militaire. C'est le dilemme classique des transitions. Comment passer d'une situation d'exception à une normalité démocratique sans perdre l'élan réformateur, ni tomber dans l'autoritarisme permanent? Le peuple burkinabé, qui a renversé Blaise Compaoré en 2014 par une insurrection populaire magnifique, n'a pas perdu sa capacité de mobilisation ni son attachement à la liberté. Si Traoré devait trahir sa promesse démocratique, il se heurterait probablement à la même force populaire qui l'a porté au pouvoir. C'est peu, être cette épée de Damoclès qui le maintiendra sur le droit chemin. Le peuple burkinabé est son plus grand atout, mais aussi son meilleur contrôleur. Cette dialectique entre le leader et la masse, entre la direction et la base, est au cœur de l'expérience burkinabé. Dans les rues poussiéreuses de Bobo-Dioulasso, dans les marchés animés de Koudougou, dans les villages reculés du Sahel burkinabé, des conversations s'engagent. Les vieux sages sous les arbres à palabres débattent de l'avenir. Les commerçantes au marché échangent leurs impressions. Les jeunes dans les maquis, ces bars populaires, discutent passionnément de politique en sirotant du dolo, la bière de mille locale. Le nom d'Ibrahim Traoré revient constamment. Certains le portent au nu, le comparent à Sankara, voient en lui le sauveur tant attendu. D'autres sont plus prudents, rappellent qu'il faut juger sur les actes et non sur les paroles, soulignent que le pouvoir transforme les hommes. Cette effervescence démocratique, même dans un contexte de suspension formelle de la démocratie, est précieuse. Elle montre que le peuple burkinabé n'a pas démissionné, qu'il reste acteur, qu'il observe, juge, débat. C'est ce tissu social vibrant, cette citoyenneté active, qui a toujours été la force du Burkina Faso. Les Burkinabés sont réputés dans toute l'Afrique de l'Ouest pour leur fierté, leur refus de la soumission, leur capacité à se mobiliser. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette tradition, il en est le produit autant que le catalyseur. La dimension générationnelle de ce qui se passe au Burkina Faso ne peut être sous-estimée. Traoré représente une génération qui n'a pas connu la colonisation directe, mais qui en subit toujours les séquelles à travers les structures néocoloniales. Une génération qui a grandi avec les images de la mondialisation, qui voit ce qui se passe ailleurs dans le monde,
qui refuse d'accepter que l'Afrique soit condamnée à un statut inférieur. Une génération impatiente, qui veut voir le changement de son vivant, qui refuse d'attendre passivement qu'un développement hypothétique lui tombe dessus par la grâce de l'aide internationale. Cette jeunesse africaine, dont Traoré est l'incarnation politique au Burkina Faso, existe partout sur le continent. Au Nigeria avec le mouvement End SARS, qui a défié le pouvoir. Au Sénégal avec les mobilisations autour de la figure d'Ousmane Sonko, et maintenant du président Bassirou Diomaye Faye. Au Kenya, avec les manifestations contre les politiques économiques dictées par le FMI. En Afrique du Sud, avec les luttes contre les inégalités héritées de l'apartheid. Cette génération est connectée, informée, déterminée. Elle refuse les excuses et les fatalités. Elle exige des comptes, elle veut participer à la construction de son avenir. Ibrahim Traoré dialogue avec cette jeunesse continentale. Il lui parle dans un langage qu'elle comprend. Il n'utilise pas la langue de bois diplomatique. Il dit les choses crûment, parfois avec une rudesse militaire qui peut choquer les sensibilités occidentales, habituées à un certain vernis, mais qui résonne authentiquement auprès de millions de jeunes Africains fatigués des discours édulcorés et des promesses creuses. Quand il affirme que l'Afrique doit cesser d'être un terrain de chasse pour les puissances étrangères, qu'elle doit exploiter ses propres ressources pour son propre développement, qu'elle doit former ses propres élites et cesser d'exporter ses meilleurs cerveaux vers l'Occident, il exprime ce que beaucoup pensent, mais que peu de dirigeants osent formuler aussi directement. Cette franchise crée une connexion émotionnelle puissante. Les gens ont le sentiment qu'enfin, quelqu'un dit la vérité, qu'enfin, quelqu'un les respecte assez pour ne pas leur mentir. La route vers la souveraineté passe par la maîtrise de la monnaie, de l'énergie, de l'alimentation, de la sécurité et de l'éducation. Ibrahim Traoré l'a bien compris. Sur le plan monétaire, il rejoint les critiques croissantes contre le franc CFA, cette monnaie héritée de la période coloniale, arrimée à l'euro, dont les réserves sont déposées au trésor français et qui limite considérablement la souveraineté monétaire des pays africains qui l'utilisent. Le Burkina Faso, membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ne peut pas décider seul de sortir du franc CFA, mais Traoré participe aux discussions régionales sur l'évolution du système monétaire. Sa voix s'ajoute à celles qui réclament une véritable monnaie africaine, contrôlée par les Africains, servant les intérêts africains. Sur le plan énergétique, le Burkina Faso reste largement dépendant des importations d'hydrocarbures, une vulnérabilité stratégique majeure. Mais le pays a un potentiel solaire considérable, inexploité faute d'investissements suffisants. Développer massivement l'énergie solaire permettrait non seulement d'électrifier les zones rurales et de réduire la dépendance énergétique, mais aussi de créer des emplois locaux et de développer un savoir-faire technologique. Traoré évoque régulièrement ces projets, même si leur concrétisation prendra du temps et nécessitera des financements importants. Sur le plan alimentaire, le paradoxe est criant. Un pays essentiellement agricole, qui ne parvient pas à nourrir correctement toute sa population. La solution passe par l'amélioration des techniques agricoles, l'irrigation, la transformation locale des produits, la réduction des pertes post-récolte, l'organisation des filières. Tout cela demande des investissements, de la formation, de l'organisation collective. Le gouvernement Traoré annonce des programmes dans ce sens, mais là encore, les résultats prendront du temps à se manifester. Sur le plan sécuritaire, nous l'avons vu, le pari est de construire une capacité militaire nationale forte, appuyée par des partenariats régionaux avec le Mali et le Niger, au sein de l'Alliance des États du Sahel, et éventuellement soutenue par de nouveaux partenaires internationaux. C'est un chantier colossal qui ne s'improvise pas. Sur le plan éducatif, la révolution est être la plus fondamentale à long terme. Réformer les curricula pour qu'ils correspondent aux réalités et aux besoins du Burkina Faso. Former des enseignants de qualité. Construire des écoles dans les zones reculées. Développer l'enseignement technique et professionnel. Renforcer l'université de Ouagadougou et créer des centres de recherche. Tout cela prend du temps, mais c'est l'investissement le plus rentable à long terme, car c'est l'éducation qui transformera véritablement le pays en libérant le potentiel de sa population. Ibrahim Traoré ne pourra pas accomplir tout cela seul, ni même pendant son mandat, quelle qu'en soit la durée. Mais s'il parvient à lancer ces dynamiques, à créer les conditions pour que ses successeurs puissent continuer sur cette voie, il aura réussi quelque chose d'historique. L'enjeu n'est pas qu'il reste au pouvoir éternellement, mais qu'il initie une transformation systémique qui lui survivra. Le crépuscule approche sur les collines de Ouagadougou, et avec lui, le moment de la réflexion. Qu'avons-nous appris de cette histoire d'un capitaine qui a choisi son peuple? Nous avons appris que le leadership authentique existe encore, même dans un monde cynique, qui
qui voudrait nous faire croire que tous les politiciens sont pareils. Nous avons appris que la jeunesse africaine n'est pas une génération perdue, désespérée, prête à tout sacrifier pour un visa européen, mais une force vive, créative, courageuse, prête à se battre pour transformer son continent. Nous avons appris que la souveraineté n'est pas un concept dépassé à l'ère de la mondialisation, mais au contraire une condition nécessaire pour participer dignement à cette mondialisation. Nous avons appris que les peuples africains n'ont pas besoin de tuteurs externes pour se développer, mais de dirigeants qui les respectent et les mobilisent. Nous avons appris que l'histoire africaine n'est pas une tragédie sans fin, mais un récit en cours d'écriture, où chaque génération a l'opportunité de corriger les erreurs passées et de tracer de nouvelles voies. Nous avons aussi appris que rien n'est gagné d'avance, que le chemin est semé d'embûches, que les forces de la résistance au changement sont puissantes et organisées, que la transformation d'un pays, a fortiori d'un continent, demande du temps, de la persévérance, des sacrifices, que les erreurs sont inévitables et que la perfection n'existe pas. Mais nous avons aussi appris qu'il vaut mieux essayer et échouer que de ne jamais essayer du tout. Ibrahim Traoré n'est pas un saint. Ce n'est pas un être parfait descendu du ciel pour sauver l'Afrique. C'est un homme, avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Il peut se tromper, il peut décevoir, il peut même, si nous ne restons pas vigilants, dériver vers l'autoritarisme que le pouvoir engendre si souvent. Mais pour l'instant, en ce moment de l'histoire, il représente quelque chose de précieux. L'espoir qu'un autre chemin est possible, que l'Afrique peut se tenir debout, et l'amar ilalena, que la dignité n'est pas un luxe, mais un droit. Cet espoir, nous devons le protéger, le nourrir, l'incarner dans nos propres vies. Car l'histoire de Ibrahim Traoré n'est pas seulement l'histoire d'un homme ou d'un pays. C'est un miroir tendu à toute l'Afrique, une invitation à chacun d'entre nous à se demander « Que fais-je, à mon niveau, pour contribuer à cette transformation ? Est-ce que je me contente de critiquer depuis les gradins ? Ou est-ce que je descends sur le terrain pour jouer ma partie? Est-ce que j'attends que d'autres résolvent mes problèmes? Ou est-ce que je prends mes responsabilités? Le message du capitaine est clair. L'Afrique se sauvera elle-même, ou elle ne se sauvera pas. Aucun sauveur externe ne viendra faire le travail à notre place. Aucune aide au développement, aussi généreuse soit-elle en apparence, ne remplacera le travail acharné, l'organisation collective, la mobilisation citoyenne. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour réussir. Ce qui manque, c'est la volonté politique et la cohésion sociale pour exploiter ce potentiel. Et toi qui es arrivé jusqu'ici dans ce récit, jusqu'à ces lignes qui se veulent un appel, un réveil, une invitation, sais-tu maintenant ce que tu dois faire? Tu dois te lever. Te lever de l'indifférence, de la résignation, du confort de la plainte stérile. Te lever et faire quelque chose, n'importe quoi, qui contribue à cette transformation. Que ce soit dans ton quartier, dans ton village, dans ton entreprise, dans ton art, dans ton engagement citoyen. Chaque pierre compte dans la construction de cette cathédrale africaine dont nous rêvons tous. Partage cette histoire. Raconte-la à tes amis, à ta famille, à tes enfants. Fais-en un sujet de conversation, de débat, de réflexion collective. Amplifie cette voix qui nous dit que nous pouvons, que nous devons, que nous allons réussir. Abonne-toi à ce mouvement de renaissance africaine, non pas comme un spectateur passif qui consomme du contenu, mais comme un acteur engagé, qui comprend que chaque voix compte, que chaque action compte, que chaque conscience éveillée est une victoire sur les forces de l'oppression et de l'aliénation. Ce jour où Ibrahim Traoré a choisi le peuple n'est pas un point final, c'est un point de départ. C'est le premier jour d'une longue marche vers la liberté véritable. Une marche qui durera peu, être des décennies, qui connaîtra des avancées et des reculs, des victoires et des défaites. Mais une marche qui, une fois commencée, ne peut plus être arrêtée, car elle est portée par la force irrépressible d'un peuple qui a décidé de reprendre son destin en main. Le soleil se couche sur Ouagadougou, mais il se lèvera demain, comme il s'est levé depuis des millénaires sur cette terre africaine. Et avec chaque lever de soleil, une nouvelle opportunité se présente. Une nouvelle chance de construire, de transformer, de progresser. Ibrahim Traoré ne sera pas éternel. Aucun leader ne l'est. Mais l'idée qu'il incarne, la flamme qu'il a rallumée, le courage qu'il a réveillé, tout cela peut nous survivre à tous, si nous le voulons. L'Afrique se lève. Lève-toi avec elle.